Bonjour tout le monde, hein, et merci Jean-Paul pour ce cadrage sur la science. La science à l'épreuve de la société, c'est quand même le titre de cette université d'automne, et quand même, bonjour Salim, est quand même un titre provocateur. La science est à l'épreuve, ça veut dire qu'il n'y a rien d'évident, et voire même qu'il y a des remises en question. Et pour la médecine, c'est pareil. Hein, ça va centrer, parce qu'on va parler de la médecine de demain, avec tous les aspects, avec cette toile de fond de la remise en question de la science et de la médecine, et puis également le fait que la médecine, la recherche médicale, c'est pas comme toute la recherche scientifique, car on traite de l'humain. Il y a l'homme qui est là avec sa nature et sa singularité. Automatiquement, on va avoir un éclairage qui va être un peu différent. Hein. Donc c'est les choses de base. Alors ce qu'on va faire, je vais introduire pendant 30 minutes le sujet pour donner des éclairages. Je ne donnerai bien sûr aucune réponse, hein. C'est le rôle de nos experts de répondre à vos questions. Ils n'auront peut-être pas toujours toutes les réponses, mais en tout cas, ils donneront des éclairages et je vais éclairer à ma façon. Hein. Donc on a débattu, hein, ils sont tout à fait en phase avec les choses que je vais dire. Alors nous avons comme expert Jeanne de Vos, qui est une des gloires de la médecine régénérative ou régénératrice, je crois qu'on dit les deux, de Montpellier, qui est le chef de la... alors je lis, hein, du service ingénierie cellulaire et tissulaire, donc, qui est sur le site Saint-Éloi, dans le cadre de ce qu'on appelle l'institut qui s'appelle l'IRMB. Et puis Salim est philosophe, écrivain, agrégé de l'université, et il est extrêmement brillant, là je peux le dire quand même, hein, parce qu'on a quand même fait des choses ensemble, et nous avons fait plusieurs duos déjà sur des sujets autour de la médecine, de la société, des valeurs, etc. Donc on se connaît bien, et on raisonne d'une façon qui est assez congruente, on va dire, hein, tout en étant très différents, heureusement. Alors, la médecine de demain, alors j'ai regardé mon papier, parce que j'ai peur d'oublier des choses. Hein. Faut pas oublier quand même qu'on est dans la semaine de la campagne Fondation Recherche Médicale pour la maladie d'Alzheimer, donc on acceptera quelques oublis. Donc, avec le papier, il y en aura moins. Alors, la médecine, elle évolue à une vitesse extraordinaire, hein. C'est fabuleux même, on va en parler. Mais la société aussi, la société, elle a des changements incroyables et qui sont absolument, totalement imprévisibles. Alors ça, c'est compliqué, ça veut dire que la médecine de demain, si on ne s'intéresse pas à la société de demain, on va avoir du mal. Hein, parce que alors est-ce que c'est la médecine de demain pour la société ou la société qui va s'adapter à la médecine, qui va souvent driver le process, hein, qui va souvent mener des choses, parce que c'est souvent les progrès qui font que la société va s'adapter, plutôt que l'inverse. C'est comme ça. Donc ça, on voit bien que c'est un sujet clé quand on réfléchit à cette problématique. Que sera la médecine dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et on va réfléchir à ça, on va pas le dire, hein, il n'y a pas de cristal. Mais on va essayer de donner des pistes de réflexion. Puis chacun se fera après son propre cinéma intérieur. Alors on a pensé, avec la pandémie, enfin vous avez entendu ça, Covid-19, on a entendu dire, ouais, mais maintenant, il y aura un grand changement, rien ne sera plus pareil après. Vous vous souvenez de ça? Alors on avait envie d'y croire, hein, on était très contents. Mais on rigolait quand même, on rigolait. On sait très bien que dans ce genre de choses, quand on est dedans, on n'imagine pas que ça puisse être pareil, et on sait pertinemment qu'en fait, ça sera pareil. Les problématiques seront les mêmes. Et là, je ne sais pas si vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements, à part le fait qu'il y a eu énormément de désinformation, de complotisme qui sont donnés à cœur joie. Donc on a eu des révélateurs, mais à part ça, dans l'ensemble, on voit tout de la même façon. Alors, quand on parle de la médecine de demain, il y a une première réponse qui vient, c'est la réponse technique. Ces technologies extraordinaires qui se développent de façon exponentielle, hein, attention, c'est pas linéaire, c'est invraisemblable. Mais c'est pas que ça, la médecine de demain, c'est pas que la technique. Alors j'avais cité Cynthia Fleury, qui a dit, de toute façon on fait très littéraire, hein, la médecine, c'est aussi la médecine des promesses, la médecine de l'espoir, la médecine qui nous donne envie de vivre encore. Et encore, demain, c'est celle avec laquelle on a envie d'avoir un lien affectif particulier, qu'on a envie de soutenir, parce que tout simplement, elle va préserver la vie des gens que nous aimons. Vous voyez bien cette dimension émotionnelle, affective, intime, très forte de la médecine. Donc, la médecine et la recherche médicale, c'est vraiment un sujet très singulier. Alors,
quels sont les enjeux d'abord? Parce qu'on va se dire, bon, là, on va voir ce qui arrive et puis on s'adaptera. Et si on se dit, avant de regarder ça, finalement, je me pose et je me dis, moi, finalement, quels sont pour moi les grands enjeux de la médecine de demain? Finalement, c'est quoi le problème? Et là, est-ce que c'est ne plus être malade? C'est-à-dire non seulement atténuer les symptômes, hein, ce qui permet de supporter la maladie, voire même de ne plus avoir la maladie, c'est-à-dire la guérir. C'est la différence entre l'approche la thérapeutique symptomatique et la thérapeutique étiologique, distinction qu'on a depuis très longtemps en médecine. Est-ce que c'est ne plus souffrir, psychologiquement, physiquement? Est-ce que c'est ne plus avoir de handicap, on va dire de séquelles? Est-ce que c'est vivre plus longtemps? En bon état, bien sûr. Hein. Donc moins souffrir, moins vieillir et moins mourir. C'est ça peut-être les enjeux. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est vivre plus heureux? On va dire c'est bien la santé. Bon, si c'est pour être malheureux, quel est l'avantage? Mais là, est-ce que vivre plus heureux, c'est un but de la médecine? C'est pas certain. Et pourtant, tout le monde y pense. Et le dit. Alors, on oppose aussi, dans ces réflexions sur les enjeux, le bien-être et la médecine elle-même. La médecine qui va traiter les maladies, les prévenir, et la prévention aussi, la médecine, hein, et les traiter. Et on dit, oui, mais c'est le bien-être, l'important, à la limite, les maladies, elles n'existent pas, elles sont liées à la société moderne. C'est une absurdité totale quand on connaît un peu l'histoire des maladies au cours des derniers millénaires. C'est une espèce de rêve selon lequel les maladies sont des créations modernes. Et que si on oublie les maladies, qu'on oublie les médecins et les traitements, ben finalement on ne sera pas malade. C'est le déni, c'est l'autruche, le système de l'autruche. Et voilà. Donc, et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette idée-là. Hein. C'est le bien-être, occupez de vous et vous ne serez pas malade. Attendez ça. Il y a des militants, il y a des gens qui se font un business extraordinaire avec ce genre de propos. Ils font des séminaires, ils écrivent beaucoup de livres, etc. Donc ça, c'est important ça aussi, dans nos buts pour la médecine de demain. Est-ce que c'est le bien-être ou est-ce que c'est la vraie médecine? Ou est-ce que c'est un peu les deux? Et puis il y a aussi une grande discussion, quand on réfléchit comme ça, soi-même, c'est le naturel versus l'artificiel. Comme l'a dit Jean-Paul d'ailleurs tout à l'heure, hein, ce qui est naturel, c'est bon, c'est pas bon. Le naturel, il est là, il s'impose par son existence. Mais il y a une idéalisation du naturel. Si c'est naturel, c'est bon, par définition. Alors on sait qu'il y a plein de choses naturelles qui sont extrêmement mauvaises et dangereuses. Mais c'est comme ça, il y a une idéalisation du naturel. Et l'artificiel, c'est-à-dire tout ce qui vient finalement de l'homme, tout ce qui est un peu création humaine, par définition, c'est perverti, c'est pas bon, et c'est à jeter. Alors ça, c'est une grande question aussi actuelle. Hein. C'est que on voit bien la fécondité, l'accouchement, la mort, toutes ces choses-là qui sont éminemment naturelles, bah, elles sont toutes technicisées. Elles sont toutes entrées dans le domaine de la technique et de la science et de la médecine moderne. Donc ça pose des questions. Hein. On accouche plutôt à la maison, et puis surtout pas de médecin, etc. Et puis la fécondité, les PMA, tout ça, faut pas. Et puis la mort, faut mourir comme ça, sans essayer de soulager les patients. Après tout, c'est naturel. Évidemment, on peut avoir une vision divine de la chose, hein, en disant, après tout, c'est voulu par une volonté supérieure, donc on ne va pas contrecarrer en essayant d'améliorer, alors que Dieu a voulu autre chose. Donc, cette notion naturelle et artificielle, c'est aussi une notion très importante pour nous positionner, pour savoir de quelle médecine nous rêvons. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de crescendo, finalement, si on veut être extrêmement schématique. Vous avez des gens qui pensent que la seule chose importante, c'est d'améliorer le bien-être et se passer de la médecine. Vous mangez ce que je vous dis, vous faites les exercices que je vous dis, avec de la magie, bien évidemment, et vous ne serez pas malade. Donc la médecine, surtout pas. Je ne vois pas de médecin, surtout pas. Le cran suivant, c'est de dire, on va faire la médecine un peu à la papa, quoi, classique. Hein. On prévient, on traite les maladies, on va essayer de faire mieux, parce qu'il y a des progrès. Donc on reste dans le même paradigme. Et puis le stade suivant, c'est de faire plus. Hein, on entre dans le territoire du transhumanisme. C'est-à-dire qu'on veut faire plus encore. Hein, et on veut non seulement réparer le bonhomme, mais en plus on veut l'augmenter. Hein, on passe de l'homme réparé à l'homme augmenté, et là on voit bien que c'est en 3e degré. Alors vous voyez, c'est une mise en place extrêmement grossière, mais finalement, c'est bien dans ces termes que se pose le problème. Parce que ceux qui veulent surtout pas de médecine et qui pensent qu'en mangeant bien tout ça, on ne sera jamais malade, eh ben, il y en a beaucoup.
Et ils sont très influents, ils sont très actifs. Et les mouvements transhumanistes sont extrêmement actifs également. Et au milieu, il y a des choses plus raisonnables, plus classiques, un peu plus peinardes, mais c'est pas forcément ce milieu, ce ventre mou du milieu classique qui consiste à prolonger juste en améliorant, qui l'emportera. On ne sait pas. Alors, une autre idée aussi, finalement, c'est la notion de contrôle. Est-ce qu'on veut tout contrôler? C'est bien la question. Les transhumanistes, ils veulent tout contrôler. Leur formule, c'est de la chance au choix. Vous avez une génétique qui est extrêmement inégalitaire, hein, qui est très injuste. Hein. Vous avez des problèmes, ce qu'on appelle des tares génétiques. Bah, pas de chance. Hein. Donc vous subissez, vous vous adaptez. Et puis vous êtes dans une sélection darwinienne, les plus faibles vont disparaître parce que c'est comme ça. Là, c'est la chance. Hein. Vous avez de la chance ou vous n'en avez pas. Et les transhumanistes, ils refusent cette situation-là. Ils disent non, moi, nous, ce qu'on veut, c'est choisir. L'homme doit choisir ce qui lui arrive. Ils sont dans le contrôle permanent. Donc c'est le choix. Moi, si j'ai des gènes qui ne vont pas, eh ben, on va les traiter. On va enlever les gènes qui ne vont pas, on va rajouter un gène qui manque, et on ne va pas se laisser embêter par le hasard. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'homo sapiens, on a dit 2.0, qui devient la première espèce libre. Hein, c'est-à-dire qu'il vraiment va échapper aux incertitudes de la sélection naturelle. Donc ça, c'est encore un autre positionnement. Alors, quand on dit que la société... Alors, la médecine évolue très vite, et la société aussi. Et la société, on ne sait pas trop où elle va aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on va vers un individualisme forcené de plus en plus important, qui confine au libertarisme, même au libertarianisme, qui est l'extrême? Ça veut dire, je me fais vacciner si je veux. Je porte un masque si je veux. Et je me fais vacciner si je veux, même si, de par ma fonction de soins par exemple, je risque de mettre en danger les autres, les patients. Donc ça, c'est l'individualisme quand même qui est très, très porté par des mouvements qui parlent beaucoup, qui communiquent bien et beaucoup. Hein. Mais en même temps, on voit quand même, et tout ça c'est contre l'intérêt collectif, hein, bien sûr. On voit en même temps, c'est très New Age d'ailleurs, on voit de l'intérêt collectif quand même très fort. On voit les mobilisations qu'il y a actuellement pour la protection de l'environnement. On a une notion de l'intérêt collectif qu'on voit dans les mouvements de pensée et dans les médias qui est très importante. Donc il y a quand même, il y a aussi cette notion d'intérêt collectif porté très fort et qui est puissant et qui contrebalance finalement l'individualisme. Donc on ne sait pas trop, moi je ne sais pas si on va vers plus d'individualisme ou plus de collectif. J'en sais rien, c'est un peu plus compliqué. Or, pour la médecine, ben c'est bien ça qui va se passer, parce qu'on voit très souvent en médecine la notion d'intérêt individuel et d'intérêt collectif, pour plein de raisons. Alors ensuite, la société, elle est assez suiveuse des progrès, mais c'est ambigu. Elle aime bien les progrès, c'est-à-dire que si vous êtes malade, il y a des progrès, il y a quelque chose qui va vous sauver la vie ou vous empêcher de souffrir, etc. Ah ben vous allez le prendre, quelle que soit votre posture par ailleurs. On prend, on n'est pas fou quand même. Mais en même temps, on rejette la médecine, on rejette les progrès. Il y a un engouement pour tout ce qui est contre la médecine. C'est-à-dire, on la veut, on ne veut pas s'en priver, mais en même temps, on la haït d'une certaine façon. Là, je force le terme, je force le trait. Et on voit bien tout l'engouement pour les solutions soi-disant alternatives, les médecines dites naturelles, etc., qui ne sont pas des médecines. Hein. Le culte des médecines anciennes ou des médecines autochtones, hein. L'Ayurveda, la médecine amazonienne, les tankas tibétains qui décrivaient la médecine, tout ça, ça on aime beaucoup. Donc on aime bien ça, mais en même temps, donc, la société, elle suit les progrès, elle se les approprie, elle les utilise, mais en même temps, elle les rejette. C'est extraordinaire. Or, il faut bien tenir compte de ça pour savoir vers quel type de médecine on va aller. Alors là, on arrive à la notion de progrès. Est-ce que le progrès est inexorable? Est-ce que c'est sûr? Nous avons, je pense, tous vécu dans la culture, dans la foi dans le progrès. Le siècle des Lumières, le progrès sera le genre humain, enfin je ne sais pas, il y a plein de choses comme ça. Mais est-ce que ça ne change pas, hein? On a bien vu le transhumanisme, qui est la foi absolue dans le progrès. Partons du principe qu'il y a des problèmes liés au progrès, qui génèrent des problèmes,
Mais il y a une confiance absolue dans le fait que le progrès réglera les problèmes liés au progrès. Hein, donc ça veut dire, oui, il y aura des problèmes, on les réglera grâce au progrès, justement. Ça peut être considéré comme une fuite en avant vers le développement, vers le progrès. En tout cas, c'est une position. Et puis après, il y a les anti-progrès. Souvent, et là, on a l'anti-humanisme, en fait, en gros, parce que l'humanisme, c'est le progrès. Hein. Bon, je ferai un exposé sur l'humanisme, j'en ai fait plusieurs. C'est l'antispécisme, c'est la dénonciation de la hiérarchisation des espèces et de la supériorité de l'homme sur l'animal, avec des fois une haine du progrès scientifique. Donc, on voit bien que le progrès, il est soit porté au nu de façon excessive, soit battu en brèche par des gens qui parlent beaucoup. Être anti-progrès, c'est ce qu'on appelle les philosophies régressives. Il y a le progrès, il y a la régression. Hein. Le progrès, c'est plutôt connoté positivement, et la régression négativement. En attendant, soit on va de l'avant, soit on va de l'arrière. Donc, les philosophies ou les postures régressives sont assez courantes. Un autre point que je voulais dire, c'est que la médecine de demain, est-ce que les maladies de demain seront les mêmes que les maladies d'aujourd'hui? C'est aussi une question. Je ne donne pas les réponses, hein, comme des experts. Il y aura certainement émergence de nouvelles maladies. Il y a des virus qui évoluent, il y a des changements environnementaux, des changements de mode de vie, des comportements humains, etc. Donc certainement, on voit bien qu'on parle d'épidémie de diabète. Ce n'est pas une maladie infectieuse. L'épidémie, ça ne s'adresse pas qu'aux maladies infectieuses. Donc probablement, on a des problématiques qui vont évoluer et qui peuvent être différentes. Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est vous donner les éclairages que je vois, moi, sur cette fameuse médecine de demain. Ce que sera cette médecine de demain. La première chose qui fera, c'est les moyens, et les moyens technologiques. Il reste un potentiel d'amélioration immense. Les progrès sont permanents, sont exponentiels, mais on n'a pas de notion qu'on arrive à une fin, à un plateau. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et probablement, le potentiel est quasiment inépuisable. Bon, c'est un fait. Après, on n'a pas de boule de cristal, on verra bien. Peut-être qu'on va tarir la possibilité d'innover. Alors, c'est dans tous les domaines. Je vais juste vous donner une petite liste. Je ne vais pas en parler. Peut-être vous pourrez poser des questions, notamment à John, là-dessus. Hein. Moi, je pourrais répondre aussi en partie s'il le faut. La connaissance du génome, donc c'est l'ADN. Bah, si on connaît le génome, c'est bien. Hein. En plus, on va peut-être pouvoir, du coup, le modifier. Hein, parce que le génome, si on le connaît, c'est pas pour rester comme ça, le regarder. C'est éventuellement pour agir dessus. Hein. L'homme est comme ça, hein, le contrôle. Hein. Et la thérapie génique, donc, il y a l'épigénétique aussi, qui a aussi avec des moyens d'action extraordinaires, parce qu'on connaît, c'est pas nouveau l'épigénétique, ce qui est nouveau, c'est les mécanismes biochimiques qu'on a mis en évidence. Moi, quand j'ai démarré ma médecine, il y a 50 ans, ou plus, on parlait déjà, on disait pas de terme, mais c'était les différences entre ce qui apparaissait et ce qu'il y avait au niveau génétique. Alors il y a l'ARN aussi, hein, la transcriptomique, l'épitranscriptomique, ce qu'est l'épigénétique à l'ADN, ça c'est extrêmement important, et peut-être ce qui se passe au niveau de l'ARN sera plus important que ce qui se passe au niveau de l'ADN. Il y a alors les nanotechnologies, la robotisation de tas de choses, la réalité virtuelle qui est déjà utilisée beaucoup en médecine, les biomatériaux, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait on a des matériaux qui peuvent être en grande partie du tissu vivant, et là on voit bien les cyborgs, tout ça, on voit déjà qu'on fait évoluer l'homme d'une façon qui est un peu des fois qui va faire peur, peut-être à certains. L'impression de 3D, oui, on imprime en 3D du tissu humain, hein. L'encre c'est des cellules en fait humaines. Voilà, donc ça c'est bien, on peut reconstituer des organes. La médecine régénérative des cellules souches, là c'est le domaine de John. Et puis il y a l'intelligence artificielle, il y a le numérique, l'Internet des objets, la télémédecine. On voit bien qu'il y a énormément d'innovations. On ne va pas les détailler, ça je l'ai fait dans des conférences, mais ça demandait des heures. Hein. Là c'est juste pour dire que c'est fabuleux ce qui se passe, les domaines dans lesquels on a. Et quand on y pense, on pense à tout ça, on dit c'est incroyable. Parce qu'en plus, il y a des synergies entre les différents types d'avancement. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est bien beau aussi, l'innovation, mais est-ce qu'elle va arriver aux patients? Et c'est pour ça que j'introduis la notion du rôle des entreprises, en général privées, public aussi, mais en général privées. C'est que si on n'a pas des startups qui vont prendre en charge telle découverte, telle innovation pour la développer et la mettre à disposition des patients, bah, le patient, il n'en aura rien à faire du fait qu'on a trouvé tel et tel truc. Il faut que ça arrive aux patients, c'est quand même ça la finalité.
dont il faut un tissu industriel, de grandes entreprises, de start-up, qu'on aide, qui sont efficaces, qui marchent bien et qui vont pouvoir apporter ces découvertes au niveau du patient. Et là, il y a une chose moi, qui me tient à cœur, dont j'entends jamais parler, qui m'énerve au plus haut point, c'est la notion de brevet. Donc il faut protéger l'innovation, bien évidemment, je suis à fond pour ça, mais si on a une maladie, et j'ai un exemple, ici à Montpellier d'ailleurs, qui m'a vraiment fait très mal, si on a une innovation extraordinaire qui va sauver des vies, de façon importante, parce qu'il y a un manque énorme, et que la boîte va mal, elle végète, elle traînaille, on ne développe pas, et le produit n'arrive jamais au niveau du patient. Comme on a déposé des brevets, on a bloqué la possibilité pour d'autres entreprises de développer et d'apporter la solution au niveau du patient. Donc, non seulement la boîte elle ne marche pas, mais à la limite on s'en fout, c'est pas grave, tant pis pour les gens qui développent. Par contre, on a bloqué le système. C'est-à-dire qu'on a empêché des solutions extraordinaires d'arriver jusqu'au patient. Et ça, moi, je pense que c'est criminel. C'est-à-dire, je pense qu'il devrait y avoir une obligation pour les startups qui sont sur des choses aussi innovantes et aussi critiques de céder les brevets et le truc s'ils n'y arrivent pas au bout d'un certain temps. Je pense que ce n'est pas normal qu'on accepte ce blocage. Parce qu'après, ils aiment bien, ils continuent, mais voilà, ça traînaille. Les gens adorent végéter, traînailler d'année en année. Tu vois ce que je veux dire? T'en as vu? Non. Regarde, bon, j'ai des exemples. Voilà. Alors, donc, les révolutions sont extraordinaires, et puis on ne les voit pas s'arrêter. Et bien sûr, il y a la question de l'intelligence artificielle là-dedans. On est obligé d'en parler un peu parce qu'on n'arrête pas d'en parler dans les médias, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va devenir? Quelle place va être dans la médecine? Dans le reste aussi. Alors donc, les innovations technologiques, c'est très important. Mais l'autre élément, j'ai quelques autres éléments d'éclairage, c'est l'accès aux soins. C'est bien d'avoir une médecine extraordinaire, mais si on ne peut pas accéder, on n'a rien à faire. Est-ce que, aujourd'hui, vous voyez bien qu'en France, dans un pays développé, avec une très bonne médecine à la base, l'accès aux soins s'aggrave de plus en plus, d'année en année. C'est incroyable, c'est un grand scandale. Là, on pourra en parler longtemps aussi, c'est un sujet en soi. Cet accès aux soins, si on ne peut pas avoir accès aux médecins, on ne peut pas avoir accès aux pathotechniques, s'il faut attendre 3 mois pour avoir l'IRM, qui est essentiel pour une pathologie donnée, et s'il faut 6 mois pour avoir un spécialiste, si tant est qu'ils vous prennent parce que vous êtes un nouveau patient, c'est ingérable. Donc l'accès aux soins, je pense que dans la médecine de demain, ça va être un élément essentiel. Et ça veut dire que l'organisation de la santé va être un élément clé de la médecine de demain. Pas seulement les moyens. Est-ce qu'il y aura du privé, du public? Quelles structures de soins? Est-ce que les structures de soins doivent être disséminées ou concentrées? Disséminées, c'est-à-dire qu'il y a des petits hôpitaux partout, compétences très faibles, qui vont faire de la bobologie, plutôt, ou des endroits très concentrés, hyper compétents. Alors il faut peut-être les deux, il faut peut-être un maillage double, mais dans tous les plans que vous auriez, il y avait le plan 20 de Buzyn et Macron, tout ça qui était très bien, pour la plupart des choses, ça a été arrêté par la pandémie, mais tout ça est considéré. Donc c'est une vraie question, ça, pour la médecine de demain. Et puis, l'accès aux soins, il faut aussi que ça soit sans discrimination, lié aux moyens financiers, au lieu où on habite, etc. Donc il faut bien considérer tout ça, sinon la médecine de demain, elle boitera. Et, par exemple, vous voyez aussi la question des ruptures de stock de médicaments. C'est très bien d'avoir un bon diagnostic, une belle thérapeutique, tout ça. On vous prescrit, vous allez chez le pharmacien, il n'y a pas le médicament. Il dit, ça fait 3 mois qu'on est en rupture de stock. Et on ne sait pas quand on aura à nouveau, pour des médicaments importants. C'est un vrai problème, ça. La médecine de demain doit adresser ces questions-là. Alors, dans les sciences, il y a les sciences humaines aussi. J'avance, ne vous inquiétez pas, j'approche de la fin. Il y a la notion de la relation médecin-malade, qui est aussi dans la médecine de demain un critère majeur. Parce que quand on est en médecine, une fois qu'on a les solutions technologiques, ça c'est parfait, et il faut s'en féliciter. Après, il y a la question de la nature humaine, l'angoisse humaine, la notion d'espoir, l'émotionnel, la relation à la mort. Et tout ça, c'est essentiel à prendre en charge de façon très forte. Ça veut dire qu'il faut notamment s'occuper de la formation
des personnels soignants. Donc il y a tout un ensemble également de prise en charge au niveau de la formation. Et Isabelle Lafont, notre doyenne, elle est très sensible à ça. Les doyens des facs de médecine ont un rôle essentiel pour anticiper la connaissance des nouvelles technologies, bien évidemment, et de l'intelligence artificielle, mais aussi l'introduction beaucoup plus forte des sciences humaines dans le cursus des personnels soignants, et notamment, en l'occurrence, des médecins. Donc ça, c'est fondamental. Et après, il faut former les médecins de demain. Donc la médecine de demain, c'est aussi les médecins de demain. Hein. Donc ça va avec. Et puis, il y a également, après, la technicité, elle doit être acceptée par les gens. Hein. Comment allier humanité et technicité? Parce que s'il n'y a pas d'adhésion à la technique, les choses ne marcheront pas, ou pas bien. Donc il faut que les gens acceptent la technicité. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait l'air humaine. Sinon, c'est quelque chose qui est plaqué et les gens n'adhèrent pas réellement. Et donc, ça marchera, mais pas très bien. Donc, sinon, et puis on va s'adapter à la technicité. Or, la technicité, on ne doit pas s'y adapter. La technicité doit s'adapter aux malades. Donc, il y a tout un travail à faire sur cet aspect-là. Ce que je vous dis, c'est des points de vue personnels. Hein, alors après, il y a la question de la médecine parcellaire, de la médecine holistique. Est-ce qu'on dit, il y a des gens qui disent, ouais, mais la médecine, maintenant, c'est de la médecine spécialité d'organes, le mec qui connaît le cœur, il ne connaît pas les nerfs ni la peau, voilà. Donc on a créé des cloisons, et en fait, la médecine n'est plus humaine et ne voit plus le patient dans son ensemble. Quand j'entends ça, je suis fou d'entendre ça. Parce que quand même, on a des médecins généralistes. Le médecin généraliste, il y en a un paquet quand même. Là, eux, ils ont une vision globale du patient, voire de sa famille, de son environnement socio-économique, etc. Donc on a des gens qui ont la vision globale. Par contre, on est content d'avoir des gens très pointus, parce qu'en cardiologie, il y a des domaines où il faut être extrêmement pointu. Les généralistes, il ne saura pas. Hein. Donc, on a la médecine interne. Moi, je suis interniste, donc il n'y a pas plus général que la médecine interne. On voit vraiment l'individu dans son ensemble, notamment avec les maladies auto-immunes. On a la pédiatrie quand même, qui n'est pas une pathologie, qui n'est pas une spécialité d'organes. On a la réanimation, c'est général, la médecine préventive, la santé publique, c'est la médecine de santé publique, la diététique, la psychiatrie, la psychologie clinique, bref. Il y a des tas de spécialités qui ne sont pas des spécialités d'organes, qui permettent de voir le patient dans son ensemble. Alors nous bassiner en disant « ouais, mais on n'a pas une vision d'ensemble du patient, il faut avoir une vision holistique », c'est totalement faux. Pour moi, c'est vraiment de la désinformation. Elle ne vient pas par hasard, parce que derrière, on va promouvoir des business, où on va justement dire, nous, on fait de la médecine holistique et tout ça. Alors, ensuite, dans les éclairages importants que je veux donner, c'est la crise de confiance par rapport à la médecine. Bon, par rapport à toutes les institutions, bien évidemment, mais notamment par rapport à la médecine. On n'imaginait pas, on peut perdre confiance dans la justice, l'éducation, la police, les politiques, mais la médecine. On perd confiance dans la médecine. Ça veut dire qu'on va regarder sur Internet, on va contredire, et on va peut-être pas prendre des traitements, parce qu'on n'a pas confiance. Hein. Voilà. Et puis il y a des gens qui vont nous dire qu'il ne faut surtout pas prendre des traitements, et que c'est pas bien. Donc cette prise de confiance, elle est essentielle, parce que la bonne médecine, c'est dans un climat de confiance, et le patient sera bien pris en charge s'il est dans un bon climat de confiance, s'il est en confiance. S'il n'est pas en confiance, ça posera vraiment des problèmes. Alors, là, on est un peu gêné, parce qu'il y a eu des manœuvres de désinformation permanentes, qui vont saper la confiance, qui vont tout faire pour déstabiliser. On a bien vu pendant la Covid, mais pas que. Donc, la désinformation, les tendances complotistes, les dérives sectaires minent réellement le climat de confiance. Donc c'est difficile de lutter contre ça, parce qu'on n'a pas les mêmes armes, mais il faut lutter contre cette perte de confiance. Tout ça, le Reiki, tout ça. Tous ces trucs-là, bon, spontanément, pour nous, en médecine, c'est de la connerie. Parce qu'on n'a jamais vu quoi que ce soit, et déjà au niveau du principe, on a du mal à croire au rationnel. Mais, après tout, s'il y a des choses qui fonctionnent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si on a une démarche objective et scientifique, on va être prêt à accepter tout, même s'il y a des choses qui semblent bizarres. Par contre, il faut les apporter des preuves, il faut les valider. Et nous avons une démarche à Montpellier qui est quand même très originale, la démarche du professeur Grégory Linon, si vous connaissez, qui s'intéresse aux INM, les interventions non médicamenteuses. Très mauvais terme, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est le terme accepté actuellement. Donc il a émis, en faisant travailler des gens d'origine extrêmement différente, 77 recommandations sur comment on peut évaluer l'INM. Donc c'est très strict,
moi j'ai fait partie des gens qui ont voté, qui a demandé de voter recommandation par recommandation. J'ai voté positivement pour toutes, parce que c'est excellent. On arrive à une rigueur extraordinaire, et ça va être présenté au Sénat le 6 octobre. Hein. L'idée, c'est que ça soit présenté au Sénat, ensuite à l'Assemblée, et que ça devienne européen, ça sera une démarche européenne. C'est-à-dire qu'on va dire, il n'y a pas de souci avec, vous pouvez proposer des trucs, simplement, vous devez les valider. Parce que ce qui est commun à toutes ces pseudo-médecines, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'elles ne sont pas validées. C'est ça leur point commun principal. Si elles sont validées, on prend validées sérieusement. Hein. Il faut avoir différentes études qui se confirment, pas des trucs bidons, hein, bien évidemment. Donc, on peut essayer d'avancer pour justement rationaliser et surtout augmenter. S'il y a des choses qui sont profitables pour les patients, au-delà des effets placebo, qui est bien, mais enfin l'effet placebo, les propositions qui sont faites, s'il n'y a que l'effet placebo, elles n'apportent rien. On dit l'homéopathie, c'est bien, c'est un effet placebo. Enfin, dans ce cas-là, c'est un effet placebo. Arrêtons de parler de la dilution extrême, de la dynamisation du truc et de tout ça. C'est pas la peine d'en parler, quoi, ou du principe de similitude. C'est pas la peine. C'est du placebo, c'est du sucre dans des petits granules, point barre. Hein, tout l'habillage autour est extrêmement énervant parce qu'il induit en erreur et laisse entendre des choses qui sont fausses. Donc, alors, on peut développer des placebos, simplement, c'est pas éthique aujourd'hui de commercialiser des choses qui sont des placebos. Parce qu'on a l'obligation de dire aux patients, hein, on doit, il y a quand même la protection du patient à évoluer. Voilà, je vais terminer en parlant de la bioéthique, très rapidement. Parce que si on parle de médecine de demain, il va falloir adapter l'éthique médicale, la bioéthique. Et là, c'est compliqué, parce que ça va décoiffer. Hein. C'est pas les trucs dont on parle à l'Assemblée avec la nouvelle loi bioéthique qui avance à des pas de sénateurs, si je peux dire. Non, qu'est-ce qui va se passer? On va lire le génome de gens existants ou de gens à venir, hein, et on va essayer de les corriger, hein, bien évidemment. Ça va poser des problèmes éthiques qui ne sont pas adressés. Hein. On fait des chimères homme-animal, un mélange homme-animal, vous voyez ce que ça veut dire, pour obtenir des greffons humains compatibles sans problème, tout ça. On va pouvoir faire du clonage humain. On va pouvoir modifier l'activité du cerveau. On va pouvoir faire de votre cerveau un métacerveau. Il faut regarder Neuralink, le truc d'Elon Musk, etc. C'est hallucinant quand même, les choses qui sont en cours. Hein, attention, hein, c'est pas des vues de l'esprit. Neuralink, c'est une entreprise. On vous met plein de petits électrodes dans le cerveau pour augmenter vos capacités. Ça va poser des problémes éthiques quand même. Et puis on va toucher à la nature de l'homme à un certain moment. Donc on va modifier l'identité humaine. Et puis il y a le numérique qui va entraîner des problèmes éthiques très particuliers. La protection des données, enfin tout ce qu'on veut. Et puis il y a la médecine de contenance. Il y a l'utilisation des embryons. Il y a l'utilisation de sous-produits du corps humain, ce qu'on appelle la bioéconomie. On va pouvoir commercialiser peut-être des embryons, des morceaux du corps, etc. Donc il y a tout un ensemble, il y a toute une ouverture sur les questions de bioéthique qui est majeure. Donc ça, dans la médecine de demain, c'est essentiel. Et j'arrive au bout. Alors, le transhumanisme pousse beaucoup, justement, pour nous pousser vers des réflexions éthiques modernes, hein, et nouvelles. Tout le reste, c'est quasiment à mettre en rencard, c'est tellement vieillot. On retouche sur la question du progrès. Hein, est-ce qu'il faut continuer à miser sur le progrès? Et est-ce que l'anti-progrès ne va pas être la doctrine de demain? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va pas... On aura besoin d'une nouvelle éthique, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir de nouvelles spiritualités qui vont apparaître? On en voit apparaître. Hein. Donc de nouvelles spiritualités qui vont s'imposer, hein, qui vont dicter nos choix. Dans ce cas-là, on va entrer dans un domaine très différent. Hein. Et peut-être qu'on va balayer toute rationalité dans l'avenir. Donc dans ces débats sur vers où on va au niveau de la médecine, vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vous remercie, c'est terminé.